Maintenant, tendance, actuellement, on ne peut pas dire autrement. Anne, tu es ingénieur réseau, tu travailles sur le Tarn-et-Garonne, sur la Pomme, et tu vas aujourd'hui animer cette séquence. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc merci. On a pris du retard, donc je suis désolée. On va faire cette séquence sur la gestion de l'enherbement avec tous les intervenants qui s'affichent. Donc cette séquence qui est spécifique, vous avez vu, on va avoir maintenant des séquences très spécifiques sur des thématiques. Donc là, la première sur la gestion du rang vraiment de plantation. Et c'est vrai que cette séquence, elle est très d'actualité aujourd'hui chez les producteurs, puisqu'on assiste à la fois, donc on a vu pas mal de conversions en agriculture biologique, et c'est une des thèmes assez importants à maîtriser en agriculture biologique. Et aussi, il y a des changements de pratiques qui se font en conventionnel. Et bien sûr, il y a pour certains aussi l'anticipation de l'arrêt du glyphosate. Donc pour cette séquence, on va à la fois vous faire un état des lieux des pratiques dans le réseau défi, mais aussi donc dans le réseau défi ferme, mais aussi XP. Et on va voir qu'il y aura des témoignages, comme tout à l'heure, des témoignages de producteurs et d'expérimentateurs pour vous parler de pratiques alternatives aux chimiques qu'ils ont mis en œuvre, eux, sur leurs exploitations ou dans les centres d'XP. Donc tout d'abord, j'accueille Julie Pradal, qui est ingénieure réseau en Hautes-Alpes, en chambre d'agriculture, et tu vas nous faire donc cet état des lieux sur les réseaux fermes. Je te laisse. Merci. Donc bonjour à tous. Donc j'ai été chargée de faire en fait un état des lieux sur ce qui se passe dans les réseaux fermes. Donc pour cela, on a fait une enquête auprès de tous nos ingénieurs réseau en arboriculture. Donc c'est par rapport notamment à ce qui se passait pendant la campagne donc 2017, puisqu'on a fait cette enquête à l'automne 2018. Donc on a eu 169 systèmes de culture qui ont été décrits. Donc, et ça représente 1553 hectares en production fruitière intégrée et 591 hectares en AB. Et donc là, nous avons les différentes répartitions des différentes productions. Donc au niveau du diapo, tout ce qui sera en bleu, globalement, ça sera en PFI, et ce qui est en vert, c'est en AB. On leur a demandé les objectifs au niveau de la gestion de l'enherbement. Donc principalement, c'était tout ce qui est, c'est des sols propres, notamment à la récolte. Et après, notamment pour les systèmes en AB, on a un enherbement sans concurrence, un enherbement total. Donc pour ce qui se passe dans les systèmes en production en PFI, donc nous avons 95% des surfaces qui sont en désherbage chimique et seulement 5% qui sont en désherbage non chimique. Donc ensuite, la majorité du temps, c'est deux passages, un au printemps et un à l'automne. Et en fonction des productions, on voit par exemple en olive, c'est tout en désherbage non chimique par exemple. Après, par rapport au désherbage mécanique, donc dans 80% des systèmes en PFI, il n'est pas utilisé. 85, pardon. Donc, quand on remarque, il y a seulement 5% qui n'utilisent pas de désherbage chimique, mais il y a 85% qui n'utilisent pas de désherbage mécanique. C'est-à-dire qu'il y a 10% des surfaces qui combinent à la fois en PFI le désherbage mécanique et à la fois le désherbage chimique. En bio, globalement, 75% des surfaces dans le réseau défi et en désherbage mécanique. Dans les outils utilisés, donc majoritairement c'est un outil, 2 ou 3 outils. Donc tout d'abord ce sont les lames. Ensuite nous avons tout ce qui est rotophile. Nous avons les disques, la brosse mécanique et enfin la fraise. Il existe également d'autres systèmes qui sont utilisés dans les réseaux. Donc notamment il y a un désherbage thermique dans un des systèmes de culture. Par contre, on n'a pas encore la présence de désherbage à l'eau chaude ou de désherbage de l'eau à haute pression. Ensuite, on a en bio, comme une partie des surfaces sont en enherbement total, nous avons la présence de tonte, donc la tonte sur le rang, notamment pour limiter et avoir notamment à la récolte un sol propre. Ensuite, comme on est aussi en enherbement total, on est soit avec des systèmes qui sont plantes semées, soit avec un enherbement naturel. Et dans le cas de systèmes semés, on essaie de mettre en place des plantes de service qui peuvent apporter quelque chose notamment pour les auxiliaires dans les cultures.
On a également la présence de pâturage. Donc le pâturage, c'est principalement à l'automne par des ovins, pour justement avoir au niveau du pied de l'arbre un sol beaucoup plus propre, puisque même avec les outils de désherbage mécanique, on n'arrive pas forcément à atteindre correctement le pied de l'arbre, ce que font notamment les animaux. Et ensuite, on a tout ce qui est bâche et paillage, qui sont exclusivement mis sur le rang, justement, pour éviter la concurrence avec l'herbe. Et enfin, du coup, pour chaque méthode, on a demandé le niveau de satisfaction de ce qui a été utilisé. Donc, globalement, de façon générale, la majorité des personnes sont satisfaites du système qu'ils utilisent. Donc, dans l'ensemble du réseau, on peut identifier 4 grands systèmes. Donc, le désherbage mécanique et mixte en PFI, le désherbage chimique en PFI, le désherbage mécanique en bio et en production fruitière intégrée, et la tonte. Donc, en fonction, on a vraiment à chaque fois, entre satisfait et très satisfait, des niveaux qui arrivent autour de 95-98% de satisfaction. Merci. Merci. Je te laisse t'asseoir. Après, on attend pour les questions. Comme tout à l'heure, on va vous garder vos questions et on pourra après interagir avec les intervenants. Donc, on va faire le même exercice, mais à niveau XP. Donc, Muriel, tu peux viens nous rejoindre sur la scène. Et cette fois-ci, donc, on va faire le même exercice, mais sur la partie expérimentation. Muriel, elle est chef de projet défi XP au STFL de Balandran. Et donc, tu vas nous présenter un panorama des pratiques qui se sont testées dans le réseau défi XP, toujours sur la gestion durable. Bonjour à tous. Alors, donc là, je vais vous présenter assez rapidement quelques éléments de réponse sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a testé, nous, en XP, sur le désherbage, dans le cadre du projet CAPRED et Ecopêche. Donc je remercie tous les partenaires parce que c'est surtout leurs résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a testé, nous? On a testé plein de choses. Donc vous en voyez quelques-unes de ces solutions testées ici. Et je vais vous présenter quelques diapos qui vont être plus ou moins structurées toutes de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir, je ne sais pas comment on pointe, comme ça, une zone ici avec des petites pastilles vertes, c'est je suis satisfait, orange moyennement et rouge bien sûr je ne suis pas satisfait. Et en bas un petit calcul économique parce que c'est quand même aussi un petit peu ça le nerf de la guerre finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a testé et qui a marché? Bon, désherbage mécanique, on commence par ça. Effectivement, ça a montré ses avantages en termes d'effets positifs entre guillemets sur la vigueur, c'est-à-dire pas d'atteinte de vigueur, et donc positif aussi sur la production, parce que évidemment il y a d'autres solutions qui sont très concurrentielles. Une efficacité sur les adventices qui est quand même positive, même si c'est pas aussi efficace que le désherbage chimique. Et un coup de levier qui, alors vous le voyez ici, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais pour nous, le désherbage chimique, alors attention, c'est des moyennes, les moyennes de tous nos systèmes. C'est relativement variable, donc on pourra en discuter pendant des heures, mais il se trouve qu'en moyenne, ça donne ça sur nos systèmes. Et donc vous voyez que le désherbage mécanique, alors ça c'est pareil, il y a plein de différences selon les outils, mais on est quand même globalement dans quelque chose qui n'est pas du tout irréaliste là. Donc globalement pour nous, dans nos systèmes, notre désherbage mécanique, il est un peu plus cher que le chimique, de 100 et quelques euros par hectare. Par contre, ça a quelques inconvénients, bien sûr. Ça a l'inconvénient de la repousse, de devoir faire plusieurs passages, d'avoir besoin d'un tractoriste qualifié qui souvent fait du travail à l'envers, donc c'est pas facile. Un investissement d'outils, faut suspendre son irrigation, et c'est pas forcément toujours extrêmement positif sur la vie du sol et les racines. Par contre, on a testé le goutte à goutte enterré avec le désherbage mécanique et c'était très intéressant parce que ça nous a permis de réaliser plus qu'un seul passage par an et donc de passer en termes économiques au-dessus du désherbage chimique et de gagner 159 € à l'hectare. Deuxième top qu'on a testé et qui a marché, c'est la bâche tissée. Alors pour nous, la bâche tissée, il y a eu 6 systèmes qui l'ont étudiée.
Et donc, c'est pareil, en termes économiques, alors là, on a un temps d'installation, hein, tout est compté hein, dans les systèmes, dans le calcul économique, et on se retrouve avec un petit peu plus cher, mais relativement proche du désherbage mécanique, à 100 et quelques euros de plus. Alors, ça dépend vraiment du type de bâche, voilà, il y en a qui passent au-dessus, il y en a qui passent en dessous. Alors, l'inconvénient de ce système, c'est repousse de l'herbe au pied, sur la bâche, sur la ligne entre la bâche et l'enherbement, qui est un peu compliqué à gérer, et peut-être une mauvaise répartition de l'engrais, c'est ce qu'on a eu la sensation dans nos essais en tous les cas. Il faudrait l'étudier un peu plus précisément. Ensuite, on a testé d'autres solutions qui sont éventuellement à utiliser dans certaines conditions. Attention sur verger adulte. Alors, tout ce qui est mulch, BRF ou autre type de mulch, alors, ce sont souvent des systèmes qui peuvent être sur du jeune verger très concurrentiels parce qu'il y a une concurrence azotée qui a lieu, évidemment. Ce sont des systèmes qui peuvent être effectivement chers. Donc là, je vous ai mis le coût du système BRF qu'on a testé sur prunier. Parce qu'il a fallu payer le BRF qui était cher, il a fallu l'épandre avec une machine qui a coûté cher. Donc selon son système d'exploitation, c'est très variable aussi, bien sûr. Et puis l'enherbement sur verger adulte, alors attention, ça peut être quand même concurrentiel dans certaines situations, selon l'herbe qu'on a, selon l'espèce qu'on a au-dessus. Forcément, c'est plutôt positif en termes de coût, hein, puisque finalement, on a beaucoup moins de gestion que du désherbage chimique. Mais par contre, attention à cette concurrence. Et puis, l'enherbement sur jeune verger, donc ça, on l'a testé. Heureusement que c'est nous qui l'avons testé, parce que ça a été une catastrophe. Et donc, c'est évidemment, bien sûr, à éviter. Vous pouvez voir ici l'évolution de la vigueur des arbres. C'est effectivement très concurrentiel, avec une forte perte de vigueur qui est très difficile à rattraper ensuite, donc méfiance. Par contre, la recherche, elle doit quand même continuer dans ce sens, parce que d'abord, c'est un intérêt biologique d'enherber son rang, mais aussi, il y a certainement des espèces à trouver peu concurrentes, donc on y travaille, mais on ne les a pour l'instant pas. On a testé le foin de luzerne au pied des arbres, en se disant que ça pouvait à la fois éviter l'herbe, mais aussi apporter de l'azote. Alors pour le premier point, ça a été un peu un échec, donc vous voyez, on l'a mis à ne pas utiliser pour cette histoire de concurrence à l'herbe. Par contre, c'est quelque chose qui est intéressant en termes d'apport azoté. Et il y a certainement une baisse du coût qui là est énorme parce que tout simplement, nous, on l'a apporté à la main. Et donc forcément, ça demande beaucoup de travail. Alors, on peut se dire, tiens, une pailleuse ou une autoproduction de ce genre de système, combiné peut-être à un travail du sol, c'est des solutions qui peuvent être possibles et intéressantes. Et pour finir, on a testé du biocontrôle. Alors, donc là, ça a été le Beluga qu'on a testé. Il s'est avéré que c'était peu efficace, qu'il a fallu renouveler le produit plusieurs fois, que ça nous a coûté finalement cher. Et donc, ça n'a pas été forcément une réussite, mais c'est peut-être aussi une piste qui évoluera dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces essais qu'on a menés ? C'est peut-être deux solutions alternatives efficaces qu'on peut mettre en place assez rapidement, qui sont désherbage mécanique, la bâche tissée, en tenant compte aussi et étudier son recyclage. Tout ça, voilà, c'est un surcoût qui est modéré par rapport au désherbage chimique. Et puis des pistes qu'il va falloir continuer à travailler, que je vous ai un peu citées là. Merci Muriel. Merci. Je te laisse t'asseoir avec les collègues. On va rapprocher un peu les chaises parce qu'on est un peu dans l'ombre. Et je vais accueillir les 5 prochains intervenants qui sont les témoignages des productrices et de Vincent. Donc Axel et Marie-Pierre qui sont des Hautes-Alpes, Didier et Lucie de Dordogne et Vincent des Bouches-du-Rhône. Alors je vais vous laisser un message. Axel, allez-y, ouais. Installez-vous. Voilà, on sera mieux à la lumière, hein, comme ça. Super. Donc je vais laisser la parole le micro à Axel, en premier.
Voilà, donc l'idée c'est de faire des témoignages. Bon, on a vu les pratiques dans le réseau défi, la majorité sont essentiellement chimiques. Et l'idée c'était de vous partager aujourd'hui des systèmes qui sont en zéro chimique et qui sont vraiment en mise en œuvre chez des producteurs, et en l'occurrence ce sont des productrices, et aussi en expérimentation. On va vous détailler ça. Et tout d'abord, on va commencer avec Axel et Marie-Pierre. Donc vous êtes basés en Hautes-Alpes. Et donc Axel, tu es animateur du réseau dans lequel Marie-Pierre est engagée dans le réseau Défi. Donc moi je me suis déjà présenté tout à l'heure, ingénieur réseau dans les Alpes du Sud. Je suis venu aujourd'hui avec une productrice du réseau qui est Marie-Pierre Liotto, et je vais lui demander de présenter son exploitation. Alors, bonjour à tous, donc Marie-Pierre Liotto, j'ai une exploitation dans les Hautes-Alpes de 25 hectares. Je suis en verger éco-responsable. Une partie de ces 25 hectares a été tout de même convertie en agriculture biologique. J'ai des fourrages pour la conversion en fait. Et donc je suis en label rouge et en IGP Pommes des Alpes d'Haute-Durance pour la partie golden. Voilà, pour exploitation familiale, 5e génération. J'ai à peu près tout dit sur l'exploitation. Et il y a une part en agriculture biologique également qui est en place depuis combien de temps? Je vais être en 4e année, donc une partie qui est déjà en bio et une partie qui est en conversion. D'accord, donc là on est sur une séquence sur les techniques de désherbage. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir changer tes pratiques en termes de désherbage sur l'exploitation? Alors, peut-être marcher. Ouais, ça y est, il faut s'approcher. Donc, ce qui m'a amené en premier lieu, c'était limiter mon exposition aux herbicides. Je me posais aussi quand même beaucoup de questions sur la vie de mes sols. Voilà, c'est à peu près... Oui, il y a également la contrainte réglementaire du passage en agriculture biologique, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est bien sûr, il y a aussi la partie réglementaire pour le bio. Ouais. Alors, sur l'exploitation, j'ai observé plusieurs techniques de désherbage. Est-ce que tu peux nous énoncer les pratiques sur l'exploitation, notamment en termes de travail du sol? Ouais. Donc en fait, nous on a fait le choix d'utiliser une machine de chez Chabas pour le travail du sol des jeunes vergers avec une fraise. Donc en fait, tous les jeunes vergers implantés sont travaillés dès l'implantation pour adapter le système racinaire des vergers, bien évidemment. Et donc ça c'est un premier point. Après, on a aussi la lame. Enfin, le porte-outils a vraiment justement beaucoup d'outils et on arrive à adapter pas mal de choses là-dessus. Ouais. Combien de passages tu réalises par an sur ces jeunes vergers? Je suis aux alentours de 2-3, quoi. Voilà, ça dépendra de la propreté du verger, quoi. D'accord, donc là on a parlé des jeunes vergers. Et pour les vergers installés, qu'est-ce qui a été mis en place? Alors les vergers installés, bon, bien évidemment le travail du sol me paraissait un peu compliqué parce que le système racinaire était déjà mis en place bien évidemment et adapté, installé tel qu'il est, je veux dire. Donc sur le coup, j'ai me posé beaucoup de questions sur le fait de mécaniser, vraiment de travailler le sol et de devoir abîmer le système racinaire. Donc on a plutôt basculé sur un système de fauchage. La première année, on a essayé tout ce qui était rotophile. C'était un peu compliqué et donc j'ai dû faire un deuxième investissement qui a été l'achat d'un satellite de chez Desvoies pour pouvoir justement faucher. Donc c'est un enherbement total permanent, fauché sur le rang. Voilà, donc ce qui fait sur l'exploitation qu'on voit de projeter le décisionnel, un système de culture, là, que ce soit en bio comme en conventionnel, avec zéro herbicide, voilà, qui est utilisé en termes de désherbage. Quel bilan tu peux faire de ces pratiques à l'heure actuelle?
Je suis plutôt satisfaite quand même, sinon ça serait dommage. Mais déjà satisfaite de plus faire d'herbicides, même sur la partie PFI, et verger éco-responsable. Donc c'est déjà une évolution. Les résultats, bon après c'est vrai que mes vergers, je cherche pas des vergers parfaits non plus au niveau du. Il y a des imperfections, mais il faut savoir les tolérer. Après, c'est vrai que j'ai dû adapter quand même à chaque fois. Bon, bien évidemment, enfin vous savez ce que c'est. On essaye quelque chose, on n'est pas tous satisfaits, on complète avec d'autres méthodes. Et donc je crois que ça a amené une question à Axel, mais je te coupe sur le coup. Et sur les inconvénients de ces pratiques ? Ouais, les inconvénients qu'on a pu observer, c'est déjà, c'est la concurrence avec l'enherbement permanent sur les arbres. Donc on a été obligé de compléter avec un apport d'engrais supplémentaire. Après, en inconvénient, bien évidemment, le surcoût, le temps passé et le surcoût. En avantage, je trouve quand même que on a une meilleure vie du sol avec une présence beaucoup plus prononcée de vers de terre. Voilà. J'ai quand même aussi compensé avec un pâturage à l'automne. Parce que j'arrive pas à obtenir des vergers totalement propres, il faut être honnête. Après je le tolère, donc chacun a son niveau de tolérance. Mais c'est vrai qu'à l'automne ça a plusieurs avantages déjà. Donc on met les vergers vraiment relativement très très propres et très bien tondus avec les brebis sur le coup. Il y a un petit dérangement du campagnol qui est étudié plus profondément, mais qui m'a l'air, ça peut être une piste aussi. Et après bien évidemment un apport organique qui est pas négligeable. Quels étaient les principaux freins pour réaliser ces changements sur l'exploitation ? Les freins, c'est ceux qu'on se met nous-mêmes en fait. Ça a été compliqué. Je travaille avec les générations, donc il a fallu convaincre le papa. Voilà, mais je pense que c'est les blocages qu'on se fait nous-mêmes. Après, voilà, c'est vrai que chaque année il faut réadapter, réévoluer, mais c'est ce qui est intéressant dans notre métier. Voilà. Voilà, merci Marie-Pierre pour cette présentation d'un système zéro herbicide et performant. Merci beaucoup pour la présentation de cette technique. On va passer à un autre témoignage d'une productrice. Donc là, on va dans un autre département, en Dordogne, et sur une autre espèce qui est la noix, avec Didier Méry, qui est ingénieur réseau d'un réseau défi sur la noix, et Lucie de Guiteau, qui est productrice dans ce réseau-là. Donc je te laisse la parole, Didier, pour présenter un peu le contexte en noix aussi par rapport à l'enherbement et rapidement le réseau. Et après, passer la parole donc à Lucie. Merci. D'accord. Merci. Merci Anne. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis Didier Méry, je suis conseiller en arboriculture fruitière de la Chambre d'agriculture de la Dordogne et animateur du réseau Défi Noix. Le Défi Noix, on peut le voir sur la diapositive suivante. Ce réseau est réparti sur l'ensemble du département de la Dordogne. Il y a une douzaine d'exploitations. À l'heure actuelle, 7 exploitations sont en conventionnel et 5 en bio. Alors si on a choisi de vous parler de la gestion de l'enherbement aujourd'hui en noyerée, c'est que cette problématique est particulièrement importante pour 2 raisons. Parce que Marie-Pierre en a parlé tout à l'heure, mais le noyer fait partie également des espèces fruitières particulièrement sensibles à la concurrence de l'enherbement sur la ligne de plantation. Et deuxième problématique aussi, c'est que la noix est récoltée de manière mécanique au sol, donc la gestion de l'enherbement va conditionner en grande partie la qualité de récolte. Donc les 2 points sur lesquels on va insister, et notamment Lucie qui va faire cette présentation sur ce qu'elle réalise sur son exploitation,
c'est la partie on va voir que finalement de modifier, d'opérer quelques modifications au niveau des installations et du matériel, ça permet des apports positifs. Et le second point, c'est que finalement le recours à des matériels simples permet de gérer cet enherbement de manière relativement efficace. Donc voilà, sans plus attendre, on a pris un petit peu de retard, je vais laisser la parole à Lucie. Bonjour, Lucie de Guiteau. Donc, je suis en cours d'installation au sein de la SEA Les Vergers du Chély, qui est une exploitation qui a été créée par mes parents. Auparavant, donc, on était en polyculture élevage, donc bovins, viande, poulets fermiers et céréales. En 90, donc, mon père a fait le choix de planter des noyers en vue un jour de faciliter la transmission. Aujourd'hui, on exploite 45 hectares de noyers. Jusqu'à présent, dès le départ, la fertilisation était gérée avec du fumier produit par les animaux sur l'exploitation. Et en 2010, on a fait le choix de basculer la totalité des vergers en agriculture biologique. Et l'utilisation de produits phyto était déjà gérée de manière assez raisonnée. Donc le fait d'avoir basculé en agriculture biologique nous a obligés de réfléchir à comment gérer différemment l'enherbement, qui est quand même une problématique importante. Voilà. Donc notre ancienne méthode était de travailler sur la totalité du verger le sol, mais un problème est apparu, la remontée importante de cailloux à la surface du sol. Ce qui fait qu'il a fallu qu'on réfléchisse différemment. Donc, alors sur les jeunes plantations qui ne produisent pas encore, finalement, donc on passe une herse rotative verticale qui est munie d'un palpeur, 1,50 m de part et d'autre du tronc, 3 fois par an à peu près. Donc ça, évidemment, ça dépend de la pluviométrie et de la pousse de l'herbe. Alors ça... Trois points importants finalement. Ça permet de gérer au mieux l'enherbement au plus proche de l'arbre. Ça permet d'enfuir la matière organique et donc de limiter la perte d'azote. Et également, ça permet de rendre plus efficace l'irrigation et éviter l'évaporation de l'eau. Voilà. Sur les vergers en production, sur les vieux vergers, on peut distinguer deux zones. La zone 1, donc où on est à 2,50 m de part et d'autre à peu près de l'arbre. La zone 2 qui est centrale. On est 5 mètres au centre des rangées, puisque là, cette plantation là, est espacée de 10 mètres là, entre les rangs. Donc chaque zone va être gérée de manière différente. Donc au niveau de la zone 1, on passe dans le sens des rangs, 4 à 6 fois par an, avec donc un broyeur pour broyer l'herbe, et en travers du rang, à peu près 2 fois par an. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater sur la photo, en fait, à l'automne, après la chute des feuilles, on équipe notre broyeur d'un souffleur qui permet donc de bien dégager les feuilles du pied de l'arbre pour pouvoir facilement broyer les feuilles en même temps. Voilà. Alors pour faire ça, il a fallu qu'on s'adapte, on a dû améliorer des choses. Donc on a surélevé nos tuyaux d'irrigation à 2,20 m. Notre tracteur qui était sans cabine, on a dû mettre des arceaux pour glisser plus facilement sous les tuyaux en travers du rang et sous les branches. Voilà, donc ça c'est du bricolage maison. et voilà, et donc pour compléter ce travail, finalement on est intervenu de manière manuelle, en passant le rotofil autour des troncs pour enlever les touffes d'arbres, les pousses de ronces, parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue économique, pour investir dans du matériel spécifique, c'était assez coûteux. Et donc en 2018, on a fait intervenir une équipe de prestataires extérieurs sur 12 hectares, et ça nous a coûté 60 € hectare. Voilà, et finalement, pendant ce temps, on peut s'occuper de la commercialisation et faire autre chose.
Au niveau de la zone 2, donc là on intervient, donc la zone centrale avec une faucheuse et non pas un broyeur, ça permet d'aller plus vite. Donc là on passe à peu près 2 fois par an. Alors là volontairement on a choisi de passer seulement 2 fois par an, parce que finalement ça... pour des questions de coût, donc temps de travail passé, gasoil, usure du matériel. Finalement, de laisser de l'herbe relativement haute au milieu, ça permet une installation et le maintien d'auxiliaires de culture. Et ça permet d'éviter le compactage du sol et donc ça permet d'améliorer la structure du sol. Finalement, la gestion de l'enherbement, on a essayé de se simplifier la vie, d'être plus efficace, mais ça reste, la gestion de l'enherbement, en tout cas en agriculture biologique, reste un poste qui mobilise beaucoup de temps. Donc on est en train de réfléchir, pourquoi pas gérer ça par le pâturage des animaux. Alors on est en Dordogne, donc le pâturage par les oies ou la volaille est assez efficace, mais bon, c'est un autre métier. Les bovins viande, on faisait ça avant, on n'a pas envie de s'y remettre. Donc restent les ovins, donc on y réfléchit. D'ailleurs dans le réseau Défi, il y a un des membres qui a introduit un troupeau d'ovins sur son verger et qui apparemment satisfait. Voilà, alors ça se fait. Alors l'idéal évidemment serait d'introduire un troupeau qui serait géré par une entreprise spécialisée. Alors ça existe vers Sarlat, dans le Périgord noir, donc c'est de l'agro-pastoralisme. Donc voilà, on réfléchit et pourquoi pas un jour, comme Marie-Pierre, introduire donc un troupeau dans le verger. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Dernier témoignage de la partie témoignage avec Vincent qui est expérimentateur à la Pugère. Je te laisse prendre la place au pupitre. Et tu vas nous parler de la bâche tissée du coup. Donc Muriel nous a dit que c'était très intéressant et tu vas nous en parler plus en détail dans ta présentation. C'est ça, bonjour à tous. Alors effectivement, nous à Station La Pugère, on travaille essentiellement sur la pomme, la poire et pour le cas de cette étude sur la prune américano-japonaise. Je vais de suite faire défiler. En fait, avant de vous parler un petit peu des résultats, je vais d'abord rappeler qu'est-ce qu'on avait comme paillage en test nous sur nos cultures. Donc on a par exemple, raté. Voilà, on a des fibres naturelles, des fibres textiles, du paillage biodégradable, du paillage micro-perforé, en fait c'est du propylène, et du paillage tissé, en fait en propylène également. Les coûts qui sont indiqués sur ces différentes slides, en fait, sont des coûts indicatifs, et ils vont bien évidemment varier en fonction du fournisseur, du type de rouleau, savoir si c'est des rouleaux qui vont venir avec des longueurs ou des grammages spécifiques. Et donc, vous allez avoir des coûts hectares qui vont varier, comme l'a dit tout à l'heure Muriel. Alors, pour parler un peu plus technique, cette fois-ci, je vais vous présenter des résultats qu'on a eus sur le verger prune Capred. Alors, le verger se constitue de la façon suivante. On a une référence qui est conduite en PFI et notre verger Capred qui est constitué de 2 variétés. C'est juste pour une analyse, on va dire, plutôt variétale, savoir si on a un effet variété sur le mode de gestion du verger. Là, ce que je vous présente, donc, ce sont les résultats sur l'ensemble de la commande d'irrigation. Donc, on observe pour la référence, on va dire à peu près 700 mm contre 750 mm d'eau apportée sur le cumul des différentes années. En fait, on a pour objectif de réduire sur le verger Capred, donc la réduction réelle est de 17% sur ce verger. Vous allez me dire, pourquoi on s'est amusé à faire ça? C'est juste dans l'objectif de réduire les intrants. Les intrants étant l'eau, l'azote, le travail qu'on peut faire en verger, mais également les produits phytosanitaires. On a fait ce même travail sur l'application de fertilisants. Alors, pas les premières années pour ne pas pénaliser la culture. Vous allez le voir, donc 2014, c'est similaire. 2015, quasi similaire entre le verger référence et le verger Capred. La première diminution, en fait, elle est observable à partir de 2017 et de 2018. C'est essentiellement lié, on va dire, à la charge florale qu'on avait sur le verger.
Tout ça pour dire que, avec des réductions, avec un paillage sur la parcelle Capred, on a tout de même des circonférences de tronc, donc des croissances de végétal qui sont équivalentes à la référence. C'est-à-dire qu'ici, pour une même variété, entre la Capred et la référence, on est sur des circonférences cumulées quasi identiques. Ici, la grenadine est un peu plus supérieure, mais c'est un aspect plutôt variétal, on va dire. Concernant les temps d'installation, donc notre verger Capred en fait est équipé lui d'un paillage tissé en fait. Hein. C'est une lait double qu'on a superposée, qu'on a incisée le long des sillons pour permettre un recouvrement total des pieds. Donc on a un temps de pose d'à peu près 100 heures hectare. Hein. On est à peu près à 80, on va dire 100 heures hectare. Par rapport à une référence en fait qui est désherbée mécaniquement plus chimiquement. En fait, on a 2 interventions chimiques plus 2 interventions mécaniques. Ça, c'est exclusivement réalisé sur le rang. En 2015, vous pouvez le voir, on a des gros temps de travaux également enregistrés. C'est en fait lié au travail au pied des arbres qu'on a réalisé. C'est facultatif quelque part, c'est juste pour garantir une bonne reprise. On n'a pas voulu prendre de risques sur l'implantation. Néanmoins, un producteur, s'il juge ces arbres suffisamment vigoureux, il n'aura pas cet aspect-là ou cette technique-là à réaliser. Petit bug, désolé. Ça, en fait, c'est sur donc le comparatif de 2 paillages. Alors cette fois-ci, on n'est plus sur de la prune, on est sur de la poire. Il s'agit de 2 laits qui ont été installés à peu près à la même période, pardon. Donc en 4e feuille, on compare ici un paillage plastique avec un paillage tissé. Donc, comme vous pouvez le voir, les 2 paillages n'ont pas été entretenus dans le sens où la végétation a pris le dessus, hein, c'est-à-dire qu'avec la dégradation des feuilles, la terre qui peut s'envoler et autres, on a une végétation qui se développe par-dessus. Néanmoins, quand on la nettoie, hein, vous voyez le goutteur donc, qui était situé en dessus, on a toujours présence de paillage au bout de 4 ans. Lorsque l'on regarde le paillage micro-perforé, au bout de 4 ans, on s'aperçoit qu'en fait, il est troué. Hein, on a on a des germinations de. Il n'y a plus de piles dans la télécommande. Ouais, ok. Voilà. Alors en fait, je vous disais, donc le paillage a bien été troué par le chien-dent. C'est pas le cas du paillage micro-perforé, pardon. Le paillage tissé, lui, est plus résistant. Hein. Donc on va dire 4 ans, lui, il supporte parfaitement le coup. Ici, si on regarde l'ouverture du paillage, ben effectivement, on n'a pas d'enherbement qui s'est développé sous la toile, tandis que sur le micro-perforé, en fait, c'est quasiment la forêt vierge. Donc au bout de 4 ans, en fait, on peut dire qu'il est plus suffisamment efficient pour permettre une concurrence vis-à-vis des adventices. On a toujours de l'enherbement au pied des arbres, mais là c'est lié à l'implantation du verger. Si vous voulez, on a d'abord déployé la bâche et ensuite on est venu perforer le plastique ou la bâche, le paillage tissé pour implanter les arbres. Voilà. En ce qui concerne l'irrigation, donc ça c'est encore un autre essai en fait. C'est des enregistrements qui ont été réalisés sur une plantation donc, de 2018. C'est du poirier. Si on compare, on va dire, les époques, juin à octobre, sur les 5 premiers centimètres, les 25 cm et les 55 cm, voilà, on obtient des courbes différentes entre une gestion chimique du rang, une gestion avec un paillage tissé et un paillage plastique. En fait, on s'aperçoit que sur les érosions superficielles, là où il y a de la concurrence hydrique via l'installation de l'arbre, on a davantage de fluctuations de la ressource en eau sur un sol nu, que sur un sol sur lequel on aurait une bâche tissée. Effectivement, on voit des variations liées aux pulses d'irrigation, mais c'est bien moins marqué, on va dire, sur les paillages que sur le sol nu, hein, puisque vous avez ici une régularité assez importante, notamment pour le paillage plastique. Le tissé étant un peu plus respirant, voilà, on a plus de variations. On observe également ce phénomène donc sur les horizons un peu plus profonds. À 55 cm, ça disparaît totalement puisque les arbres ne sont pas encore installés. Voilà. En ce qui concerne les techniques d'installation, donc je vous ai parlé de la double lait. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir intervenir en toutes circonstances, notamment lorsqu'on a des présences de campagnols en verger. Ça double le temps de pose, ça double l'investissement initial en termes de paillage et aussi en nombre d'agrafes. Ensuite, on peut avoir des techniques de lait simple. Alors, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on déroule la lait, ensuite on fait le trou, ou alors on fait une incision et ensuite on vient recouvrir
avec un morceau complémentaire. Donc ça peut s'acheter au mètre, ou alors on peut le découper soi-même sur un rouleau qu'on viendra acheter auprès d'un fournisseur. Donc si je devais faire un petit bilan rapide, en fait le paillage, il permet de réaliser un objectif de 0 IFT chimique sur la gestion du rang. Ça a un gros avantage au niveau du confort de production, puisque une fois qu'il est installé, on n'a plus à intervenir sur la gestion de ces travaux-là. C'est-à-dire que tout le temps qu'on a dépensé en début, on peut l'allouer derrière, je sais pas, on va dire à la gestion de la tavelure ou à un autre bioagresseur en verger. Par contre, ça nécessite forcément des coûts d'installation et d'investissement supérieurs. On est à minimum à 50 heures hectares pour l'installation et de 1500 € hectare pour l'achat du tissu. Et évidemment, une longévité plus ou moins importante. Donc, comme on l'a vu, le paillage plastique, on va dire, ça va être 4 ans maximum. La jute ou le paillage d'origine naturelle, enfin biodégradable, ce sera entre peut-être 1 an pour la jute et puis un peu plus pour la fibre de coco, voilà. Et pour le reste, on aura des temps on aura des longévités un peu plus importantes. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Tu peux le remettre, ouais. Donc merci pour tous ces témoignages et on souhaitait vous partager d'autres témoignages qu'on a recueillis. Plusieurs ingénieurs réseau, nous avons recueilli des témoignages d'autres producteurs qui vous présentent en fait des astuces qu'ils ont trouvées en effet pour changer de pratique et pour faire face aux contraintes que pouvait engendrer l'arrêt du chimique. D'ailleurs, c'est des producteurs j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient dans la salle, donc si vous avez des questions plus précises à leur poser pendant le repas. Donc on va visionner, donc c'est une vidéo montage qui a été faite par Sophie, qui est ingénieure réseau dans la Drôme, sur l'abricot, et donc je vous propose de la visionner maintenant ensemble. Au départ, c'est un système basique, là. C'est un tuyau de 40 qui était posé au sol, avec une canne d'arrosage là, de 3 mètres. On a tout surélevé au premier fil de fer qui était déjà en place. Donc forcément, s'il faut mettre un fil de fer, on aura plus de temps. Pour cette opération où il y a déjà le fil de fer, il nous a fallu une demi-journée à 2 personnes pour 1 hectare. Ici, nous sommes sur une parcelle de Galaval qui a été convertie en 2016, surgreffée en 2010. Là, on n'est pas parti sur l'attachage sur le fil de fer, on a directement attaché sur le porte-greffe avec une ficelle. Ils étaient plantés tous les 2 mètres. Si le porte-greffe peut supporter d'attacher le tuyau comme ça, on peut directement mettre le tuyau comme ça. Si les arbres sont plus petits et plus jeunes, il vaut mieux avec un fil de fer. J'ai adapté sur l'intercept donc un système donc de rouleau pour que le tuyau de goutte à goutte soit levé et redéposé après l'outil pour éviter de suspendre le tuyau. Donc j'ai dû modifier mon système d'arrosage. Donc entrée et début de rang, les tuyaux sont accrochés en biais surélevés pour que l'outil intercept puisse attraper le tuyau et puis sortir en fin de rang sans avoir à descendre du tracteur. L'objectif de cette installation est de laisser les tuyaux au sol, donc pour qu'au moment de la récolte, on n'ait rien qui gêne pour circuler dans les vergers. Voilà. Au niveau travail du sol et puis nombre de passages, donc je fais 3 butages, 3 débutages, à 5 km/h en débutage et 6 km/h en butage. Donc pour gérer l'herbe sur la saison. Dès la 2e année, j'avais mis en place un essai de sandwich dont j'avais entendu parler, qui a été testé en Suisse. Donc où du coup on laisse un enherbement sur la partie où il y a les troncs qui est difficile à désherber et où on désherbe mécaniquement du coup de part et d'autre. Alors c'est très adapté à mon système puisque je suis un goutte à goutte enterré avec une ligne de goutteurs de part et d'autre de la rangée. Donc je désherbe du coup au-dessus de mon goutte à goutte. Et en fait là on peut passer sur des outils très simples et qui coûtent pas cher ni en investissement et encore moins cher à l'utilisation.
Donc j'ai acheté en fait un ancien vibro de grande culture de 3 mètres de large, 3 mètres 20 exactement de large, et j'ai supprimé donc les dents du milieu, j'ai remplacé les pointes par des cœurs, et à partir de là, j'ai eu un outil qui était très rapide, puisque je suis passé à une demi-hectare pour le passer. Et donc je pouvais désherber à 7 ou 8 passages dans l'année pour le même temps qu'un seul passage avec mon outil interpellé. Voilà, donc ça fait maintenant 10 ans que je pratique cette technique, et ça se passe très bien, autant sur les jeunes arbres que sur les arbres plus âgés, et ça a l'avantage de conserver de la biodiversité au pied des arbres, qui est aussi utile pour tout ce qui est problématiques sanitaires, notamment le puceron lanigère, les divers pucerons, etc. J'ai 12 hectares de pommiers et un demi-hectare de cerisiers. Je suis adhérent de la coopérative fruitière de la Ragne. Nous sommes 35 adhérents, donc 11 adhérents qui sont en train d'être en conversion vers l'agriculture biologique. Je fais partie du réseau Ferme Défi des Hautes-Alpes, piloté par la Chambre d'agriculture. L'an dernier, nous avons monté une cumin avec 7 autres arboriculteurs pour essayer une machine pour désherber, ce qui nous permet de réduire le coût de cette machine, parce que nous sommes de petites exploitations. Nous avons fait le choix de la nature à griffe parce que nos vergers ont beaucoup de racines superficielles avec le porte-greffe neuf. Nous avons acheté aussi une Darwin pour l'éclaircissage mécanique, parce qu'en bio, nous ne pouvons plus utiliser des produits chimiques pour éclaircir. Et ce qui nous permet de réduire les coûts et ce qui nous permet aussi d'essayer des machines pour voir si elles nous conviennent bien sur les exploitations. Remercier Benoît Chauvin qui nous a beaucoup aidé là pour l'animation de cette vidéo qui est particulièrement bien réussie. Merci à lui. Alors pour finir, c'est la dernière partie de cette séquence et on va vous faire une ouverture sur les innovations qui sont en train d'arriver, que vous avez déjà peut-être pu entendre dans certains secteurs. L'innovation sur des techniques alternatives au désherbage qui peuvent être de la robotique ou d'autres outils. Donc je laisse la parole à Axel qui va nous faire ce diaporama, cette présentation-là. Rebonjour à tous, je vais arrêter de me présenter. J'ai la lourde charge de faire la dernière présentation de cette séquence. On a identifié tout au long de la séquence un certain nombre de freins au changement sur le désherbage alternatif. Et on a choisi de se pencher un peu sur les propositions qu'allait faire l'innovation technologique pour lever ces derniers freins en final qui empêchent encore le changement. Alors, ça marche plus. Alors j'ai choisi de faire ma présentation en différentes parties. Donc d'abord l'optimisation de la pulvérisation pour réduire l'IFT. Enfin les outils de désherbage alternatifs innovants qui peuvent s'adapter à toutes les situations. Et enfin une ouverture sur la robotique. Donc pour ce qui est des systèmes pour optimiser la pulvérisation, je veux d'abord citer le système de tech pulvérisation qui est au fait un système de désherbage en ultra bas volume qui permet de réduire les doses. Donc on a une réduction de dose qui va de 30 à 50% en fonction de la pression adventice. Dans les autres systèmes innovants pour réduire les IFT, on a le système Weed Seeker qui est au fait une tête de désherbage qui va s'adapter sur une désherbeuse classique avec un capteur de végétation et derrière un système de pulvérisation. Et le système de pulvérisation va s'ouvrir uniquement si vous avez de l'herbe. Donc vous avez des diminutions d'IFT qui vont de 30 à 80% encore en fonction du salissement.
Ensuite, dans les autres innovations que j'ai choisi de présenter, il y a également les outils de désherbage alternatifs qui sont adaptés à toutes les situations. On parle souvent des problèmes de sol, de présence de cailloux sur le sol qui empêchent le passage de désherbage mécanique. Donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été développés pour répondre à ces problèmes. Le premier que je veux citer, c'est le système d'autoguidage Solemat, qui au final vous permet de travailler avec un outil de travail du sol de côté. Et l'outil va automatiquement se guider à l'intérieur du rang, malgré les coups de volant que vous pouvez mettre sur le rang. Donc là, on économise beaucoup de fatigue de l'opérateur. Pour avoir déjà parlé avec des tractoristes, le désherbage mécanique, c'est pas une tâche facile pour eux. Et c'est un outil là qui vient faciliter un peu le travail du sol avec des outils alternatifs. Donc sur les autres outils de désherbage alternatifs innovants, on a également les outils qui vont utiliser l'eau. Donc ces outils peuvent être de différentes formes. On va utiliser l'eau sous forme d'eau chaude avec le Water-O ou l'appareil de la société Oliatech. Là, on va désherber à l'eau chaude. On a également d'autres systèmes innovants qui vont utiliser de l'eau sous pression. Donc là, on peut citer le Grass Killer de Caffini, qui va au fait, comme un Karcher, travailler le sol, mais avec de l'eau. Donc pas de casse de dents ni rien, même si vous avez des cailloux. Et enfin, le dernier système, qui est un peu plus récent, c'est le système avec de la mousse chaude. On a également d'autres systèmes qui peuvent s'adapter, quelle que soit la texture du sol. Ça va être l'utilisation de l'électricité. Donc avec une société qui s'appelle Zazo, qui propose au fait, avec des plaques en acier qui frôlent le sol, d'envoyer un courant électrique dans le sol qui va au fait détruire les adventices. Donc je ne peux pas finir cette présentation sans parler de la robotique. C'est quand même une des choses qui permettra de répondre aux freins temps de travail. Voilà, avec des solutions qui existent d'ores et déjà. Donc on peut pas. Les solutions en robotique sont différents ordres. On peut parler d'abord de la solution d'automatisation des tracteurs avec la société Precision Maker qui, au fait, adapte votre tracteur pour le rendre autonome. Donc là, sur l'image, vous voyez un tracteur là qui est en travail de fauche et de pulvérisation, sans conducteur dans la cabine. On a ensuite des robots qui vont être un peu plus spécialisés, donc qui vont être spécialisés sur une seule fonction. Donc là, on peut parler du robot de tonte, qui est le VT Rover, qui est un système qui, au final, va venir tondre l'enherbement. Voilà, donc la société propose de fonctionner sous forme de troupeau de robots. Donc vous avez un berger de robots qui vient lâcher un troupeau de robots dans votre parcelle. Les robots font la tonte et le berger revient les chercher quelques temps plus tard pour les recharger. Et enfin, dans cette dernière catégorie des robots, on a également les robots porte-outils. Donc, on a différentes sociétés qui ont développé des modèles. Donc, il y a le modèle Bacchus, il y a le modèle Pumagrive de Citia, et il y a le modèle Soleol par Agriculture. Donc, sur ces robots, on se dit que c'est quand même quelque chose du futur lointain. Mais il faut savoir que sur le Bacchus de la société Vitibot, il y a déjà une dizaine de robots qui ont été vendus en Champagne. Donc dans la filière viticole, au final, c'est un futur qui est pas si lointain et ça arrive très vite et ça permet de lever les freins sur le temps de travail. Donc en conclusion de cette séquence, on voit quand même qu'il y a des solutions alternatives au désherbage chimique qui apparaissent. Et ça donne l'espoir de solutions disponibles, peu importe le contexte du verger, que ce soit son contexte de sol ou son contexte au niveau climatique, etc. La limite, ça reste, on l'a vu avec les témoignages des producteurs et des systèmes XP, ça va être toujours le temps de main-d'œuvre nécessaire et le coût de ces investissements. Et la liste qu'on a fait sur les nouvelles technologies montre que la robotique, ça pourrait être une solution pour lever ce dernier frein qui est le frein du temps de main-d'œuvre, sans lever toujours le frein du coût des investissements. Je vous remercie de votre attention.
Merci Axel. Voilà, nous avons fait donc toute une série de présentations. Maintenant, je vais laisser la parole aux questions. Je te laisse reprendre la parole, oui. Jean-Michel, et on va passer les micros dans la salle. Donc levez bien les mains. Troupeau de robots, je n'oublierai pas cette affaire-là. J'espère qu'il n'y aura pas des loups robots qui viendront manger notre bétail robot. On verra. Est-ce qu'il y a des questions? Alors là, cette fois-ci, c'est des questions techniques, on peut s'y attendre, parce qu'il y a plein de choses qui vous ont été présentées, pour certaines qu'on connaissait à peine. Hein. Moi, je n'avais pas entendu parler encore de certaines choses. Voilà, donc allons-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les intervenants qui sont disponibles. Alors, bonjour, Grégory Donzé, arboriculteur campagne genevoise en Suisse. On a fait un petit bout. Alors, ma grosse question par rapport à toutes ces alternatives chimiques, qui me semblent rarement mis en cause, c'est le bilan CO2 de tout ça. Est-ce que ça survit à une éventuelle taxe carbone de 50 € la tonne? Est-ce que c'est pas une question parce qu'en fait c'est des chiffres tellement bas qu'on s'en fiche par rapport à d'autres postes? Le Zassos que vous avez présenté électrique là, 130 chevaux pour désherber 3 mètres de large, c'est pas, enfin c'est de la puissance qu'elle a en place, et puis aujourd'hui la puissance dans les vergers ça reste du mazout quoi. Plus bien sûr les kilomètres, les kilos de ferraille qu'il faut pour toutes ces machines. Ok, c'est une belle question. Quelqu'un peut répondre? Axel, je te sens bien. Je pense que vous avez proposé un frein auquel on n'a pas réussi à répondre. Voilà. Il y a assez peu d'éléments donnés là-dessus. Le pâturage est éventuellement une solution à ça et plus économique que la consommation de fioul. Alors, pour compléter un peu ce qui est dit là, en fait, notamment sur une technique alternative qui est l'eau chaude, je l'ai testé moi sur la station. En fait, on a évalué des coûts de temps de passage, des coûts d'essence, enfin de fuel utilisé. On n'a pas forcément les temps ni les compositions en fait avec lesquelles sont assemblées les machines. Hein. Tous ces éléments-là ne sont pas donnés par les constructeurs. Donc effectivement, par rapport à ce qui est des paillages, effectivement, on n'a pas non plus ces données-là, mais ça peut faire l'objet d'analyses qui peuvent être faites par le CTIFL, notamment dans les analyses de composantes de vie des outils, en fait. Ok. Muriel ? Du coup, il a dit CTIFL. Oui, effectivement, dans le cadre d'Ecophyto, on ne s'est pas encore approché à cette contrainte de plus qui est le carbone, mais il y a eu des choses qui ont été faites, hein, notamment les ACV, là, les analyses de cycle de vie, où un des éléments a été l'évaluation du carbone. Et il y a une comparaison notamment sur la pomme entre bio et conventionnel, où effectivement le travail du sol a un impact carbone supérieur, hein, on le sait. Ça c'est sûr, sur l'aspect carbone, il y a un effet du changement de pratique. Maintenant, bon, comparer toutes ces solutions au niveau carbone, ça serait un vrai travail de fond, complexe, mais possible. Comme ça, à vue de nez, je dirais que peut-être la bâche, vu qu'on intervient peu, pourrait être aussi une solution peut-être moins impactante en termes de carbone, ou après des solutions comme effectivement le pâturage ou l'enherbement peu concurrent. Ok, merci pour ces réponses qui sont très complémentaires. Pierre ? Oui, bonjour, Pierre Varlet à la NPP. J'avais une question, plus un complément d'information concernant le coût économique justement du désherbage mécanique. Donc j'ai vu que Muriel proposait un surcoût. J'aurais une question à Marie-Pierre Liotto, savoir si elle avait calculé justement le surcoût en tenant compte de l'investissement matériel, du tracteur qu'il faut parfois en plus, de la main-d'œuvre. J'ai vu qu'elle passait relativement peu souvent, puisqu'elle est à 4 fois dans l'année, alors que d'autres arboriculteurs, dans des conditions plus poussantes, seraient à 8 fois peut-être. Nous, on s'était amusé, entre guillemets, à faire un petit calcul au niveau de la commission technique de la NPP. On était plus à 8 centimes du kilo en surcoût. Et je vois que les officiels hochent la tête aussi
Et la morinière avait aussi été dans ce sens-là. Donc oui, on voit qu'il y a des alternatives qui sont possibles, mais est-ce que la société et la distribution sont prêts à rajouter 10%, voire plus, pour acheter 1 kilo de pommes, quoi. Donc bon, si Marie-Pierre n'a pas de réponse, c'est pas. Je vais pas avoir de réponse sur tout, ça c'est sûr, pas sur tout. Non, après honnêtement, j'ai pas réellement quantifié. C'était la question que je craignais. Merci de me l'avoir posée. Oui, bien sûr, le coût du matériel, la main d'œuvre supplémentaire. Bon, ça c'est une évidence, quoi. Après, moi j'ai compensé. Enfin, je fais d'autres économies à côté, donc ça joue aussi. Moi, je fauche plus du tout mon enherbement entre les rangs, quoi. Donc j'ai économisé sur des postes que j'ai reportés sur ceux-là. Voilà, donc bien évidemment que c'est un surcoût. Après, je l'ai pas quantifié précisément, donc c'est une erreur de gestion de ma part, on va dire ça peut-être. Mais on va éviter de le répéter à mon père, ça m'arrangera. Et en fait, en fait, voilà. Après pour le reste, voilà, non mais il regarde pas, c'est bon. Voilà, il n'est pas connecté encore. Mais voilà, pour le reste, j'ai pas les réponses. Après, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a un complémentaire, des infos complémentaires. Peut-être. Ce que je peux dire sur les coûts, c'est que j'ai calculé les coûts de tous les systèmes. Donc j'ai un fichier, on pourra regarder. Il y a des variations. Je connais bien les coûts que vous avez faits, ceux de la morinière. Je les ai observés aussi. Donc il y a des variations et il y a aussi des grandes variations sur le calcul du désherbage chimique. Parce que selon le produit qu'on utilise, il y a des produits qui sont très chers. Donc en fait, moi j'étais très surprise, justement presque plus du coût du désherbage chimique de la variation que du coût du désherbage mécanique. Mais c'est clair qu'il y a un surcoût. Et qu'effectivement, cette question, pour l'instant, elle va être portée par le producteur. D'autres questions, oui. Oui, bonjour, François Warlop, groupe de recherche en agriculture biologique sur Avignon. J'avais une réflexion plus globalement sur la gestion de l'herbe et de l'enherbement, qu'on soit avec de la bâche tissée ou différents outils de travail mécanique, comme on a parlé d'une réflexion, d'une approche système à avoir pour concevoir des vergers plus durables, dans l'idée de concevoir effectivement l'herbe comme un problème, mais aussi comme pouvant fournir d'autres services. Ne pas penser uniquement la gestion du travail du sol par rapport à la concurrence de l'herbe, mais aussi d'autres services de fertilité du sol qui peuvent être un peu impactés par un travail du sol trop intensif. Donc simplement amener dans la réflexion aussi de garder une approche système. Nous en bio, on dit que le sol c'est la carte d'entrée, on va dire, du verger pour maintenir un réseau de mycorhizes efficace, pour maintenir une fertilité vraiment active du sol qui constitue la base de la santé du végétal. Attention à ne pas rester dans une logique aussi de suppression de l'herbe pour limiter uniquement la concurrence, au risque d'avoir des conséquences et des effets secondaires à plus long terme. Sur éventuellement des pathogènes du sol qui pourraient se développer si la fertilité du sol est un peu dégradée. Voilà, je lance un peu des questions, mais je pense que c'est important d'avoir en tête, si on est dans vraiment de la prospective et de l'innovation de verger, que la gestion de l'herbe peut avoir d'autres complications un peu plus complexes qu'on ne maîtrise pas bien aujourd'hui sur des pathogènes du sol, des phytoplasmes, des choses comme ça. Et peut-être qu'il faut se poser la question aussi des porte-greffes qu'on a développés depuis 30-40 ans, qui sont assez faibles et qui peut-être sont à la base aussi du problème. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu cet après-midi. Ok, donc c'est un complément d'information, merci. Merci François. Oui. Christophe Chamet de la CEFRA. Oh, sur la toile, salut. Ça va. Vis-à-vis de la toile tissée, on a un essai sur la CEFRA sur Bécotier. Bon, je serais un peu moins optimiste que ce que j'ai entendu là. Je confirme que ça se salit relativement assez vite, donc ça va occasionner des frais d'entretien, en plus du coût d'installation qui est assez élevé. Et ensuite, nous on a enregistré une perte de vigueur, donc l'essai est en place depuis 3 ans, une diminution de vigueur, que je pense attribuer à une moindre efficience de l'engrais, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, ça c'est un problème. Alors ça pourrait peut-être être compensé en mettant un peu plus de fertilisation, c'est pas dans l'air du temps ni de la journée, si j'ai bien compris. Et perte de vigueur, mais qui se traduit très rapidement dans la mesure où même une légère perte de vigueur sur des jeunes arbres, ça se traduit très rapidement par une perte de production. Et à ce moment-là, ça chiffre assez vite, quoi. Voilà.
Donc la toile tissée, dans des situations où le travail du sol n'est pas possible, c'est-à-dire des sols très caillouteux, des sols en pente où il y a des risques de ravinement, d'érosion si on travaille le sol, ça peut être intéressant. Mais sur des sols où partout on peut faire du mécanique, je pense que le mécanique est préférable. Voilà. Bon, c'est une position. Est-ce qu'il y a une réponse à apporter ou est-ce que c'est un témoignage à intégrer? Je pense que c'est un témoignage à intégrer. Après, sur l'ensemble des bâches tissées qu'on a pu voir, globalement, c'est toujours pareil. Il y a des cas plus ou moins... globalement, ça s'est quand même globalement bien passé. Et pour avoir vu aussi des vergers en bio d'abricots qui sont âgés, où ça s'est bien passé depuis la plantation. Enfin, âgés, okay. Relativement âgés. Un complément par Vincent? Alors, effectivement, et comme le disait François, on s'aperçoit que plus le porte-greffe sera vigoureux, meilleurs seront les résultats. C'est sûr que si le porte-greffe, malgré la bâche, avec des réductions d'azote, si on n'a pas ces associations-là, ben, quelque part, on n'aura pas de résultats sur l'arbre, malheureusement. Ok. Merci pour ces dernières explications. On va prendre une dernière question parce que je crois qu'on a tous un peu faim. Monsieur là qui était tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Laurent Brun, INRA. Ouais, on parlait d'évaluation multicritère. Moi j'avais une question, c'est sur les moutons dans les vergers, enfin, ou le pâturage à l'automne. Est-ce qu'il y a un effet sur la prophylaxie tablure, sur les feuilles au sol? Et quel type d'animaux pourrait avoir cet effet-là, si les moutons n'en ont pas? Je ne vais pas pouvoir répondre à tout non plus, mais alors déjà, ouais, les prophylaxies tablure, non, parce qu'en fait, cette année, j'ai eu la grosse surprise de voir que les feuilles, ça les avait pas du tout intéressées. Donc, en fait, elles m'ont fait le boulot de trier et après, j'ai pu les faucher plus facilement, à la limite, on va dire ça comme ça. Mais non, franchement, j'ai été étonnée cette année de voir le refus, alors de manger les feuilles, quoi. Alors que l'année précédente, où ça s'était passé différemment, quoi. Donc, en fait, c'est pas une science exacte et pour le moment, j'ai encore des questions à ce sujet-là. Voilà. Mais donc, si Julie a peut-être des réponses. Oui, parce que dans les Hautes-Alpes, on a monté une action 30 000 également sur le pâturage des vergers à l'automne. Et justement, en fonction des animaux, en fonction de la durée du pâturage, il va y avoir des effets plus ou moins différents. Et un des avantages, c'est vraiment le piétinement beaucoup plus souvent des feuilles qui vont faciliter leur dégradation. Et là, oui, on aura une prophylaxie. Voilà, mais ça va dépendre de comment est conduit le troupeau dans le verger. Il y a beaucoup de critères également pour le pâturage des vergers qui vont faire une efficacité plus ou moins importante. Ok. Le sujet passionne, mais voilà.